Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission d'actualité consacrée aux réformes en cours dans les communes du Bénin. Depuis 2022, mesdames et messieurs, notre pays s'est engagé dans un vaste chantier de modernisation et de dynamisation de l'administration territoriale avec pour objectif de renforcer la décentralisation et d'améliorer la gouvernance locale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser une fois encore de plus près aux enjeux de ces réformes, à leurs impacts concrets sur la vie des administrés 3 années après, ainsi qu'aux défis qui restent à relever. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Landry Renou. Il est le coordonnateur de la cellule de suivi et de contrôle des communes du Bénin. Au menu de ces échanges, un état des lieux de réforme en cours. Où en sont concrètement les communes? Nous nous poserons cette question. Quels sont les principaux changements observés au niveau de l'administration? Le renforcement des capacités des nouveaux cadres déployés dans le cadre de la réforme. Qu'est-ce que cela devient? Bien, nous évoquerons également la situation de brouille enregistrée dans certaines communes entre secrétaires exécutifs et maires, sans occulter les défis pour cette année 2025 qui démarre. Monsieur Renou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de retrouver ce plateau. Merci. Et surtout de retrouver nos chers téléspectatrices et téléspectateurs. Voilà, merci d'accepter notre invitation. Nous allons voir tout cela ensemble avec mon collègue Éric Guédénon. Bonjour. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour à nos amis téléspectateurs. Monsieur Landry Renou, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes là ce matin pour passer au paille fin les résultats de cette réforme structurelle de la décentralisation dans les communes. Vous avez évoqué tantôt votre plaisir d'être sur ce plateau, puisque cela fait un moment on vous a vu faire une émission. Où étiez-vous pendant tout ce temps? On était sur le terrain parce que j'ai le plaisir et l'honneur de coordonner une cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Notre travail, c'est sur le terrain auprès des acteurs dans les 77 communes du Bénin. Et c'est ça qui occupe le clair de notre temps. La cellule, justement, pour suivre cette réforme au niveau de 77 communes, comment vous arrivez à coordonner, justement, toutes les communes? En clair, je crois comme vous l'avez évoqué, il y a une réforme dans le secteur de la décentralisation. C'est important de préciser qu'il s'agit d'une réforme structurelle. C'est-à-dire que les acteurs et les organes qui dirigeaient les communes pendant les 2 premières décennies de l'expérience de décentralisation dans notre pays ont été réorganisés, les rôles ont été distribués. Les compétences des communes sont restées fondamentalement les mêmes. Les objectifs de développement n'ont pas changé, mais les rôles ont été distribués. Eu égard au bilan qui a été effectué au bout des 20 ans de pratique et toujours en gardant à l'esprit que le but ultime, c'est le développement à la base, c'est l'épanouissement des communautés à la base avec leur implication effective. Et donc, il a mis en place une cellule, on ne le dit pas assez, c'est une cellule voulue et par le gouvernement et par l'Association nationale des communes du Bénin, parce qu'il y a eu un protocole d'accord qui a défini un certain nombre de dispositions à prendre et de mécanismes à mettre en œuvre. Donc, cette cellule est basée à la présidence de la République. Elle est composée d'hommes et de femmes qui, pour certains, ont soit une expérience avérée dans la gestion des communes, ou une expérience avérée dans plusieurs secteurs qui sont en lien avec la gestion communale, dans les finances, dans l'informatique, et pour tenir compte aussi bien donc de la modernisation, du souci de modernisation de nos communes que de gestion efficace. Donc, nous, notre cellule, je l'ai dit tantôt, est suffisamment présente auprès des acteurs sur le terrain. L'une de nos missions, en faisant donc le suivi de la mise en œuvre de cette réforme, l'une de nos missions essentielles est de nous assurer que les outils qui sont indispensables à une bonne gestion de nos communes, à un bon exercice de leurs fonctions par les cadres qui sont mis à la disposition des communes, que ces outils-là sont développés. L'une de nos préoccupations est de veiller à ce que les dispositions du Code de l'administration territoriale, qui définit désormais la nouvelle architecture et les interactions qui doivent exister entre acteurs, que ces dispositions-là sont respectées. Donc, nous procédons par la mise en place des outils, nous procédons par des formations sur différentes thématiques, nous procédons par des missions de coaching de ces acteurs-là de plus près et nous procédons également par un contrôle de la qualité de la gestion. D'accord. Alors, vous allez me... Enfin, permettez-moi de revenir un peu en arrière dans ce débat. Vous avez évoqué tantôt un bilan qui a été fait sur les 20 dernières années. J'ai toujours le sentiment qu'on ne nous a pas tout dit sur ce que le bilan a révélé.
quelqu'un nous a fait savoir que si on devrait se tabler sur ce bilan pour lancer par exemple des procédures à l'encontre des maires, il n'y a pas un seul, n'est-ce pas, qui éviterait la prison. Est-ce que c'est vrai? Je crois qu'il faut situer le contexte. Ce que vous avez dit est tout à fait vrai, mais c'est le contexte qui permet, c'est le contexte qui permet de mieux le comprendre. Le contexte, il est celui-ci. Nous sommes passés à une décentralisation qui était voulue depuis la Conférence nationale des forces vives de la nation et qui, sous la pression donc des partenaires de développement, a été finalement mise en place fin 2002. Les premiers conseils communaux et municipaux ont été constitués avec des élus. Les maires, de par les tests qui ont été mis en place, étaient à la fois des organes politiques, mais également des organes administratifs et techniques. Et la loi a prévu que pour être conseiller communal, donc un maire potentiel, il faut savoir lire et écrire le français. Et même quand on est suffisamment lettré, on n'est pas forcément spécialiste des métiers de gestion communale. On n'est pas spécialiste de la gestion financière des communes, on n'est pas spécialiste des marchés publics, on n'est pas spécialiste d'un certain nombre de métiers territoriaux. Mais on est maire parce que la loi a fait l'exigence de savoir lire et écrire le français. Et même quand on est spécialiste, on vient d'une paroisse politique avec pour contrainte donc de renouveler son mandat. Si ce n'est pas soi-même personnellement, c'est qu'il faut faire en sorte que votre camp politique perdure le plus longtemps au pouvoir. Donc, il le garde et qu'il puisse donc renouveler son mandat à la tête. Vous voyez, quand on met en... Et ce contexte a favorisé ce contexte a favorisé une gestion que tout le monde a déplorée quand on a effectué le bilan. Il faut nommer les choses par les mots. Oui, un bilan de politisation à outrance, donc des administrations communales, un bilan de l'insuffisance de cadres compétents et qualifiés, suffisamment les expressions que les cadres qualifiés et compétents dans les communes, ce qui a généré des cas de mauvaise gestion. On a connu les audits FADEC dans ce pays pendant plusieurs années et dont les résultats ont été largement relayés par la presse. Et on sait quelle était la qualité donc, de la gestion. On sait quelle était la qualité des infrastructures sociaux et communautaires mises en place, des infrastructures qui n'étaient pas fonctionnelles, qui n'étaient pas à la hauteur des ambitions de développement de ce pays, à la hauteur des attentes des populations. Oui, à la base, on sait que les ressources n'étaient pas suffisamment mobilisées et quand elles étaient mobilisées, elles étaient pas suffisamment sur la base de ce que vous évoquez, pourquoi le gouvernement a fait l'option de rester silencieux sur ces faits aussi accablants de mauvaise gestion? Non, ces faits remontent, vous aussi vous parlez du gouvernement qui est en place, c'est qu'il y a eu plusieurs bilans qui ont été effectués et de façon constante, ces faits ont été observés. Il fallait que politiquement, il y ait un système qui ait le courage de taper dans la fourmilière pour dire, eu égard donc au diagnostic qui a été posé, nous allons appliquer une thérapie qui permet donc de sortir nos communes donc de cette léthargie. On ferme les yeux alors sur les malversations. Non, il y a eu des cas de destitution, il y a eu des cas de révocation de maire, il y a eu des cas de poursuites judiciaires à l'encontre de plusieurs maires et de cadres communaux. Mais la question se pose de savoir est-ce qu'il faut mettre tout le pays sans dessous parce que, pas ignorance certainement, parce que si on devait poursuivre, c'est ce qui risque d'arriver. C'est ce qui risquait d'arriver. Et le gouvernement qui est en place, depuis 2016, a fait l'option de regarder autrement les choses. Le diagnostic étant là. L'option qui a été prise, c'est d'introduire cette réforme structurelle. C'est d'introduire cette réforme structurelle qui redistribue les cadres, qui redistribue les rôles. Alors, de toute évidence, si je vous demande comment se portent aujourd'hui les communes comparées à ce qu'on avait vécu, vous me direz bien, n'est-ce pas? J'ai été un acteur donc, de la première génération des cadres dans les communes depuis 2003. J'ai eu à occuper la fonction la plus élevée dans une administration communale, qui était la fonction de secrétaire général de mairie. Et je peux vous dire... C'était dans quelle commune? Dans la commune de Ouida, pour ne pas la citer. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a essayé d'assainir le cadre de collaboration entre acteurs. Pendant que moi j'étais secrétaire général, et je ne ferai que me répéter, le maire était à la fois organe politique et organe technique. Et toutes les contraintes qui pouvaient favoriser la mauvaise gestion, je les ai rappelées tout à l'heure. C'était sous quel maire? Non, j'ai été secrétaire général sous plusieurs maires. J'ai eu le plaisir et l'honneur de servir
comme secrétaire général sous le maire Séverin Adjovi, après sous Madame Célestine Adjadoron et après sous Christian Wechenou, l'actuel maire, avant d'être dans les fonctions actuelles. Donc aujourd'hui, le contexte, le cadre est plus assaini. Ce que nous déplorions en tant que cadre dans le temps, c'était que l'équipe technique n'avait pas les côtés franches. Et on pouvait comprendre les maires parce que leurs contraintes étaient nombreuses. Aujourd'hui, l'équipe technique a les côtés franches. Les maires et les conseillers, les élus communaux aujourd'hui sont toujours restés dans leur fonction de définition des objectifs. Nous verrons tout à l'heure parce que sur le terrain, ce n'est pas l'écho que nous avons. Oui, mais si on doit être réaliste, bientôt 3 ans, en avril prochain, je crois que la réforme aura 3 ans de mise en œuvre. De façon réaliste, est-ce qu'on peut se satisfaire des avancées qu'on a eu à faire? Et quels sont vos arguments justement qui étayent cette option? Il ne s'agit pas d'argument pour forcer un bilan positif à mettre à l'actif de la réforme. Il s'agit du vécu des populations à la base. Et il faut se méfier du discours de certains acteurs, notamment des politiques. Vous savez, ce n'est même pas de leur faute, parce que pour les politiques, on a pris du vieux pour faire du neuf. Donc on a pris des élus qui, pour les plus jeunes dans la fonction, avaient déjà 2 ans, pour les plus anciens, certains avaient 10 ans, 15 ans, certains avaient l'âge de notre décentralisation de la fonction et étaient habitués à certains privilèges, à certaines prérogatives. Donc, vous-même, on vous mettra dans ce contexte. Quand vous êtes nostalgique de ces privilèges et de ces avantages, il est évident que vous puissiez relativiser un certain nombre de succès. Donc, je disais qu'il ne s'agit pas de forcer un bilan positif, il s'agit de se référer au vécu des populations à la base aujourd'hui, des acteurs qui s'impliquent aux côtés des élus dans le développement pour se satisfaire de quelque chose qui est qu'aujourd'hui, on a pu mettre un frein à la politisation. On a pu mettre plus d'objectivité, plus de prospective dans la planification de développement dans la commune. On a pu mettre plus de professionnalisme, plus d'objectivité dans la gestion des finances locales, dans la planification du développement, dans la gestion des marchés publics. Parce que justement, ceux qui sont investis de cette mission aussi aujourd'hui de gérer sont punissables, donc sont des cadres et ne sont pas des politiques. Et quand on s'en prend à leur gestion, quand on audite leur gestion et qu'il y a des faits de mauvaise gouvernance et quand on sanctionne, il n'y a pas à dire, voilà, on est dans une approche, une démarche de règlement politique parce qu'on veut rendre un compte politique à un acteur qui n'est pas de son bord politique. Aujourd'hui, tous les acteurs sont contents de ce que il y a eu cette répartition de rôles et que chacun opère dans son couloir, toujours en gardant à l'esprit cette nécessaire synergie entre les acteurs. Oui, lorsque on lit la réforme dans son ensemble, focus est beaucoup plus fait sur les secrétaires exécutifs, alors que c'est tout un ensemble de cadres techniques, de responsables à divers niveaux. À la date d'aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes par rapport à la mise en place de ces entités-là prévues par la réforme? Ok, vous me laisserez le temps d'expliquer concrètement à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs en quelques mots ce que c'est que la réforme. La réforme a introduit 2 nouveaux organes. Et ce qui cristallise les attentions, c'est l'organe administratif et technique qui était le secrétaire exécutif. Ça n'existait pas. Parce qu'avant, l'organe administratif et technique était confondu, était concentré donc, ou confondu avec l'organe politique qui était le maire. Donc les deux prérogatives, les 2 pouvoirs étaient concentrés dans les mains d'un seul. Donc l'innovation majeure a été donc le secrétaire exécutif. Mais on oublie de rappeler qu'il y a un autre organe politique, un deuxième organe délibérant, chargé donc investi donc de suivre la gestion courante de la commune, un organe avec un effectif réduit, présidé par le maire, constitué des adjoints au maire et des 4 présidents de commission, le conseil de supervision, qui opère aujourd'hui comme un conseil d'administration, qui se réunit à une fréquence très rapprochée au minimum 1 fois par mois pour que les élus continuent à s'assurer que les objectifs qui sont définis pour les cadres sont effectivement mis en œuvre. Un organe qui est investi de pouvoir, à l'instar d'un conseil d'administration, comme je le rappelais, et qui peut même révoquer le secrétaire exécutif, soit pour mauvaise gestion, faute lourde, ou pour insuffisance de résultats. Donc voilà, il y a ces organes-là. Tous ces organes sont fonctionnels et sont mis en place aujourd'hui. Nous avons les conseils communaux, qui est le conseil communal, le premier organe délibérant le plus important de la commune, qui a légué
ou qui a laissé une bonne partie de ses prérogatives, notamment ces prérogatives qui concernent la gestion courante, la gestion opérationnelle de la commune, qui les a donc laissées au profit du conseil de supervision, toujours constitué d'élus, pour des débats de plus de qualité. Et le secrétaire exécutif est là. Le maire lui-même reste un organe politique, le troisième organe politique, qui préside les deux organes politiques qui sont des organes délibérants, à savoir le conseil communal et le conseil de supervision. Donc, ces 4 organes fonctionnent aujourd'hui dans toutes les communes. Et nous, notre rôle en tant que cellule, c'est d'aider chacun de ces organes, chacun des acteurs de ces organes à s'approprier leurs prérogatives. Parce que des prérogatives, on ne parle pas assez et tout ce qui ne fonctionne pas est soit mis sur le compte de la cellule ou sur le compte de la réforme alors qu'il n'en est rien. Le législateur a prévu que si chacun des organes joue sa partition à fond, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il ne soit pas... C'est comme ça que vous avez vendu la réforme au départ. Vous avez dit que ça allait régler des problèmes. Donc, du coup, quand on n'a pas les résultats à l'arrivée, on se pose des questions. C'est bien normal qu'on s'intéresse aux... Vous parlez de quels résultats qu'on n'a pas à l'arrivée? Vous parlez de ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou dans la presse ou du vécu des acteurs et des populations dans les communes. Si on a des éléments témoins, des acteurs qui se plaignent de ce que les organes ne fonctionne pas, on pourrait en débattre. Mais ce qui est relayé sur la base des petites polémiques entretenues parce qu'un secrétaire exécutif n'a pas pactisé avec son maire ou un secrétaire exécutif et un maire ne s'entendent pas sur un détail, ce qui est relayé. Et comme j'ai pour habitude de le dire, c'est des choses qui arrivent dans toute relation humaine. Il n'y a pas à mettre ces petits bobos ou ces petits soucis sur le compte de la réforme. Vous protégez plus les secrétaires exécutifs et tout ce qui va avec que les maires? Si vous posez la question aux secrétaires exécutifs et aux cadres, ils vous diront que leur cauchemar pourrait être la cellule. Encore qu'aujourd'hui, nous travaillons à les mettre en confiance pour leur dire que notre rôle, c'est de les aider à monter en capacité en alternant le bâton et la carotte, en mettant en place un mécanisme de formation, de renforcement de capacités de coaching. Nous sommes à l'écoute de ces acteurs techniques tout le temps. Les formations que nous dispensons, c'est toujours aussi bien au profit de ces cadres donc, que du personnel politique. Donc, nous ne privilégions aucune cible. Tous ces acteurs sont dans notre portefeuille. Ce qu'on reproche aussi à cette nouvelle machine, c'est qu'à la base, on n'a pas suffisamment associé les acteurs au niveau des discussions avant de lancer sa mise en œuvre. Ça a manqué. Les acteurs ont été... Notamment les maires qui ont été surpris de se retrouver du jour au lendemain sans justement cette responsabilité qui leur permettait de gérer par exemple les marchés. Oui, je crois que le débat, pour qu'on le mène bien avec beaucoup de cohérence, il faut qu'on se réfère toujours au diagnostic qui a été posé. Ce n'est pas moi qui ai soulevé ici les résultats des audits FADEC, des premières générations d'élus dans les communes. C'est de notoriété publique. Donc, si nous avons un personnel politique qui a l'excuse de ne pas être spécialiste de tel ou de tel métier de gestion territoriale, si nous avons un personnel politique qui dit que c'est sous l'emprise d'un chef de parti politique ou d'une chapelle politique, et donc que ce personnel n'a pas les coudées franches pour opérer un certain nombre de choses, si on peut dire qu'on n'est pas formé pour être ordonnateur de budget, quand on a ces excuses-là pour justifier donc la mauvaise gestion, ce qui reste à faire, c'est de dire ceux qui ont le mandat du peuple restent là pour porter le rêve et l'espoir du peuple. Et je vous ai dit que c'est eux qui définissent les objectifs de développement. C'est eux qui définissent les documents de planification à long et à moyen terme, et même à court terme. C'est les élus. Et j'ai parlé de l'organe important qu'est aujourd'hui le conseil de supervision, qui fonctionne comme un conseil d'administration, qui se réunit, figurez-vous, au minimum une fois par mois. Pour faire quoi? Pour examiner le rapport d'activité de l'équipe administrative et technique. Et qui peut, de tout temps, et cet organe a la latitude de rétorquer ces rapports, de les rejeter si l'organe n'est pas satisfait. Donc, on ne laisse pas l'organe se surprendre en fin d'année de savoir que la commune a été mal gérée au minimum une fois par mois. Et nous avons travaillé à mettre en place un canevas de ces rapports d'activité qui permet aux élus d'avoir une photographie la plus fidèle possible et dans le moindre détail de ce qui se fait dans les communes, dans les mairies. Mais le souci, c'est que souvent, comme vous le savez, nous péchons souvent par paresse de lecture. Et quand les documents sont produits, parfois, certains acteurs ne prennent pas le temps de les examiner pour poser les bonnes questions et avoir les bonnes réponses, mettre en place les meilleurs mécanismes pour redresser les difficultés ou les cas
d'insuffisance ou de gestion pas très orthodoxe, mais on laisse une année passer et après c'est des déclarations dans les réseaux sociaux. En tout cas, nous aurons encore le temps des plus efficaces. D'évoquer ce qui marche et ce qui ne marche pas dans cette réforme. Mais avant, l'une des composantes de cette réforme reste l'offre de formation. Vous avez évoqué, cela a manqué par le passé. Aujourd'hui, il faut trouver des gens aptes, n'est-ce pas, qui ont la notion des choses. Et il y a par exemple le centre de formation pour l'administration locale au profit des élus et des responsables techniques des mairies. Qu'est-ce qui a été fait concrètement dans ce sens ? C'est une occasion que vous me donnez pour saluer l'une des meilleures synergies que nous arrivons à réaliser avec le ministère de la décentralisation. J'en remercie le ministre et tous les cadres de ce ministère-là, notamment donc, du CEFAL. C'est comme pour dire que nous ne réinventons pas la roue. Il y a un centre spécialisé qui est créé par le gouvernement de ce pays depuis plusieurs années, à qui nous avons redonné ces lettres de noblesse. Ce n'était pas utilisé suffisamment. Du moins, dans le cadre de ces actions en direction du personnel administratif et technique, aujourd'hui, de façon systématique, je peux dire, en 2 ans, nous avons mis en avant le CEFAL. Nous avons pu brasser près d'une 50aine de thématiques. Et nous sommes passés dans tous les compartiments de la gestion administrative tout court, de la gestion communale. Il n'y a pas ce secteur, ce compartiment qui n'a pas été touché. Il n'y a pas cet acteur. C'est à la demande des cadres. Il n'y a pas cet acteur qui n'a pas été touché. Vous savez, la sélection des cadres dans le fichier national, ça c'est une des avancées pour régler le problème d'insuffisance des cadres dans les communes. Dans ce fichier, donc, ont été sélectionnés des cadres qui viennent du secteur public ou même du privé, donc qui ont une qualification suffisante pour soit travailler directement ou pour s'approprier les notions de base pour gérer les communes. Donc il y a des besoins de formation qui ont été identifiés avec ces acteurs. Il y a des besoins de formation qui ont été identifiés en fonction de ce qui est attendu et décrit dans leur cahier de charge. Donc il y a un plan de formation qui est élaboré et mis en œuvre depuis 2023, qui a été suffisamment mis en œuvre en 2023, également en 2024. Et j'ai dit que nous avons balayé déjà une 50aine de thématiques. Nous avons touché, en gros, sur les 2 années, plus de 5000 acteurs, aussi bien des cadres administratifs que le personnel politique. En 2024, nous avons ajouté les chefs d'arrondissement parce que vous savez qu'un des pans qui n'était pas mis en œuvre avant et 2024, c'était les secrétaires administratifs d'arrondissement. Donc, nous les avons mis en place. On a commencé leur formation. On a commencé également la formation des chefs d'arrondissement. Et je dis que c'est plus de 5000 acteurs qui ont été impactés de 2023 à 2024. Et on ne s'en arrête pas là. Oui. Il y a un plan qui est également élaboré pour 2025, moins intense cette fois-ci, et qui tient également compte du contexte. Nous sommes dans la dernière année pour la mandature des élus qui est là. Donc, nous allons focaliser en 2025 beaucoup plus l'attention sur les cadres administratifs et techniques pour continuer à les outiller et nous assurer que les notions qui ont été inculquées sont mises en œuvre. Et nos missions de terrain nous permettent également de faire le suivi et d'ajuster notre approche aussi à lui. Donc, globalement, c'est un point positif à ce niveau, n'est-ce pas? Exactement. Alors, pourquoi, au niveau de l'administration, on continue d'évoquer des problèmes de profil, d'adéquation, profil et poste? Parce que des maires en parlent sur le terrain, on écoute des maires qui disent, mais on nous envoie des cadres qui ne sont pas toujours compétents à leur poste. Je ne sais pas si vous avez suivi le processus qui a permis de sélectionner ces cadres-là. C'est un processus très ouvert, dématérialisé, assez transparent, qui a permis, sur la base donc, de critères de diplôme, de critères d'âge, de critères d'expérience, de sélectionner des cadres. C'est peut-être là le problème. Il y a un peu de hasard dans ce choix. Non, il n'y a pas de hasard. Je vais vous expliquer, il n'y a pas de hasard. Vous me parlerez du tirage au sort. Oui. Nos cadres au Bénin sont bien formés, n'est-ce pas? Peut-être pas pour les mêmes... Peut-être pas pour la taille des communes. Vous voulez dire que les cadres qui travaillent dans les grosses structures privées ou dans les ministères sont moins valables, sont moins valables que les cadres qui doivent faire dans les communes. Non, je vais vous préciser. Toutes les communes ne se ressemblent pas, n'ont pas les mêmes tailles. Pour tout le fichier, environ 800 cadres ont été sélectionnés avec un appel à candidature qui a duré plusieurs semaines. Donc,
Si on devrait s'en tenir aux cadres qui sont spécialisés seulement dans la gestion des communes et qui ont l'expérience des communes, on n'aurait pas couvert les besoins qui sont sur le terrain. D'où la nécessité de ratisser large et de préconiser en même temps des formations. Un cadre qui a un diplôme Bac+5, comment pensez-vous que si on le forme et qu'on l'outille sur les thématiques qui ont trait à la gestion d'un secteur particulier, vous pensez qu'il ne va pas s'en sortir, non? Moi, je fais confiance au cadre de nos communes qui se débattent. À côté des diplômes, il y a également des compétences qu'il faut développer. Comment vous faites pour dénicher ces compétences-là, ces capacités à travailler, par exemple, à être au contact des populations, parce que dans les communes, c'est de cela qu'il s'agit. Ce serait fastidieux, en faisant le point d'information, de revenir sur la cinquantaine thématiques évoquées. Et j'ai dit, nous abordons des thématiques qui ont trait au management tout court, qui ont trait à la gestion des crises, qui ont trait à l'esprit d'équipe, en dehors des thématiques purement techniques, de l'administration publique et donc de la gestion communale qui sont évoquées. Dans ces cas, sont tous liés. Maintenant, les problèmes relationnels restent des problèmes relationnels qu'on rencontre dans toute structure. Vous ne me direz pas qu'il n'y a pas de problème relationnel. Il y en a dans toutes les structures. On comprend ce souci d'équilibre que vous évoquez pour permettre à tous les cadres d'être traités de la même façon, n'est-ce pas, au niveau de leur mobilisation sur le terrain, mais de façon pratique, monsieur le coordonnateur. Une commune, par exemple, une grande commune où on a des millions de budget, des milliards même de budget, vous envoyez un cadre qui n'a peut-être jamais géré un budget de 2 millions, de 3 millions, vous imaginez que ça peut poser un problème. Non, je crois qu'on va tourner en rond, c'est à croire que nos cadres ne peuvent pas monter en capacité. On n'a pas dit ça. Les cadres peuvent monter en capacité. Les cadres peuvent monter en capacité et j'ai dit que c'est à la fois des critères de diplôme et d'expérience qui ont présidé au choix de ces cadres qui sont sur le terrain. Cela dit, il y a effectivement que quand vous ne connaissez pas un secteur, il vous faut un minimum de temps d'adaptation. Il vous faut un minimum de temps d'acclimatation. Cela dit, également, l'administration publique a ses règles. Et la célérité qui est parfois recherchée pour être sentie, vécue par les populations en termes de services ou en termes d'infrastructures, en cette célérité qui est recherchée pour être vécue, et les contraintes qu'imposent les règles de la gestion publique, il peut y avoir parfois un écart. Ça, c'est important parce que pour assurer la qualité de la gestion, le législateur, au Bénin comme ailleurs, a prévu des règles. C'est-à-dire qu'il faut planifier, il faut passer plusieurs étapes, plusieurs procédures. Quand vous faites un appel d'offres, vous publiez pendant plusieurs mois, cet appel d'offres peut se solder par une infructuosité. Vous pouvez publier à nouveau, donc banalement, vous pouvez vous retrouver dans des situations où on peut passer 6 mois, 7 mois, 8 mois sans pouvoir réaliser une infrastructure qui est prévue pour un exercice budgétaire. Donc ça, c'est des contraintes objectives qu'il faut évoquer. Mais nous sommes bien conscients donc de ces attentes-là des populations et c'est pour ça que les formations en termes de gestion budgétaire financière, en termes de planification de développement, en termes de gestion des marchés publics, ces formations ont la plus grande attention sur les plans de formation qui sont mis en œuvre. Parlons recrutement et installation des autres cadres qui doivent étoffer un peu les arrondissements. Les secrétaires administratifs d'arrondissement, je sais que le processus avait démarré. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous êtes à quel taux? Ou est-ce que toutes les communes sont déjà pourvues en secrétaire administratif d'arrondissement? Merci. La fonction de secrétaire administratif d'arrondissement est l'une des fonctions créées par la réforme. C'est un peu le pendant du secrétaire exécutif au niveau commune dans les arrondissements, sauf que le secrétaire administratif d'arrondissement n'est pas ordonnateur de budget, n'est pas gestionnaire donc du budget communal. Il n'est pas... Et donc, c'est toujours ce souci de séparer les fonctions politiques de celles administratives et techniques. Nous avons fait une procédure qui a fait la part belle, dans un premier temps, aux acteurs qui sont déjà en fonction. Ils ont eu l'exclusivité de la première phase de sélection. Et le déficit en diplôme, parce que la loi a prévu que ce soit une qualification Bac+3 pour ce thème d'arrondissement. Et ce déficit-là a été compensé par l'expérience. On a donné donc la priorité à l'expérience. Donc ceux qui ont le bac, et dites-vous qu'il y en a qui ont postulé avec un Bac+4, un Bac+5, et ont été sélectionnés, et qui ont justifié d'un certain nombre d'années d'expérience dans les communes, ont eu donc cette priorité, et près de
Nous avons eu à peu près 750 dossiers de candidatures soumis. On en a sélectionné plus de 400. Et quand on a fait un test écrit, près de 300 ont été retenus. Donc actuellement, nous avons déployé cette première vague dans les communes à qui on a fait des situations salariales meilleures, en tout cas en cohérence avec ce qui est attendu en termes de résultats produits. Et passer cette étape, nous enclenchons celle maintenant d'un recrutement sur la base donc du diplôme, ouvert donc à tous ceux qui peuvent justifier d'un bac plus 3 sanctionné par un diplôme. En disant meilleur, en termes de traitement salarial, vous parlez de combien? Non, on ne va pas révéler les chiffres ici sur un plateau de télévision. C'est une façon aussi de mettre en insécurité ces acteurs. On remarque que les secrétaires administratifs d'arrondissement sont des cadres qui exercent déjà dans l'administration. Vous l'avez réservé la part belle, vous l'avez évoqué. Pourquoi cette option et non l'ouverture justement à d'autres compétences extérieures? L'ouverture va venir dans la seconde étape qui est déjà imminente d'ailleurs. Mais on s'est dit il faut se concentrer d'abord sur les acteurs qui sont sur le terrain. Pour ne pas faire des frustrés. Et pour ne pas faire des frustrés, de ne pas les mélanger avec les autres qui peuvent être vus comme étant des halogènes. Donc, on a fait une première sélection. On a épuisé le stock de ceux qui ont rempli les critères diplômés donc d'expérience, qui aspirent à la fonction. On a épuisé ce stock et maintenant on ouvre aux autres. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas se croiser les bras parce qu'il n'y en a pas. On aurait eu le même problème si on s'était dit que pour les fonctions essentielles à la mairie, on s'en serait tenu aux communes, je vous en parlais tout à l'heure. On a fait l'expérience, vous voyez bien qu'il y a un gap. Sur les 546 arrondissements, on a aujourd'hui un besoin d'à peu près 300 encore postes restés vacants à pouvoir. C'est plus de la moitié. C'est plus de la moitié. Donc on sera obligé. Comment ça fonctionne dans ces arrondissements qui ne sont pas encore pourvus? Non, il y avait en poste des agents de ces mairies-là qui n'ont pas la qualification requise, qui se débrouillent bien sur le terrain, c'est le lieu de leur faire un clin d'œil, qui se débrouillent, mais qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce qui est attendu. Parce que ce qui est attendu, justement, c'est de faire en sorte que le citoyen, dans son arrondissement, dans son quartier de vie, dans son village, puisse ressentir les services communaux. Et le souci du gouvernement, du chef de l'État en particulier, c'est de dire aujourd'hui, quand on a des difficultés ou des questions d'éclairage public, on a des difficultés parce que des caniveaux ne sont pas bouchés, on a des difficultés pour identifier des besoins dans un village aujourd'hui, les services techniques qui sont à la mairie ne sont pas suffisamment dimensionnés pour répondre efficacement à ces besoins-là sur le terrain. Donc, il faut, suivant le principe de subsidiarité, rapprocher ces services-là et vous verrez dans la nouvelle structuration administrative qui est prévue, sous ce secrétaire administratif d'arrondissement qui est en miniature un secrétaire exécutif, il y a un service, une division, un service technique qui va être implanté, équipé petit à petit pour que dans nos arrondissements, les populations ressentent donc, et que les services communaux lorsqu'on sait que les nouvelles donnes mettent un peu en compétition nos communes qui veulent gravir en griffe des échelons, est-ce que ça ne défavorise pas certains qui n'ont pas toutes les compétences à la base, ceux qui ont des secrétaires administratifs aujourd'hui, dont le profil est adapté au poste, ils vont engranger plus de résultats que les autres communes? Non, vous voulez parler concrètement de quoi? Vous pensez que ceux qui vont n'étaient pas des secteurs qui vont venir parce qu'il y a un bac plus 4, un bac plus 5? Non, je veux parler des communes où les anciens, ceux qui se débrouillent, comme vous avez dit, sont toujours au poste, les 300. C'est tout mélange, c'est équilibré, presque parfaitement équilibré dans les communes. Une commune qui a 10 arrondissements peut se retrouver avec 5 ou 4 secrétaires administratifs d'arrondissement nouvelle formule, et la moitié, le tiers, suivant le cas, se retrouve relevant donc du personnel habituel des communes. Donc ça, c'est pas un souci. Le souci serait de laisser perdurer la situation. La situation, je vous l'ai dit, va être réglée pour remettre tout le monde sur les mêmes chances. Mais dans un environnement, ou dans un arrondissement, pardon, quelqu'un qui n'est pas qualifié, ok, mais qui arrive à satisfaire la population selon vos exigences, à la longue, que ferez-vous de lui? Non, ces agents qui sont dans les arrondissements aujourd'hui, qui n'ont pas la qualification requise. C'est ça. Mais dont les populations ça ramène les populations peuvent témoigner de la qualité de leur travail. Faire de ceux qui étaient en poste comme c'était généraux dans la mairie, ou qui étaient DST, ou qui étaient CESAF.
ceux qui ont la qualification sont reconduits dans les nouvelles fonctions. Parce que les services rendus aux populations, ce n'est pas toujours une question de qualification, c'est de connaissance et de proximité. Et ces cadres, ces agents relèvent du personnel de la commune. On vous les redéploie. Et sont restés. Ceux qui ne sont plus aujourd'hui DAF ou DST ont été récupérés à d'autres fonctions suivant les besoins et de fonctionnement de l'administration. Ça va être le cas. Et ça a déjà été le cas pour ceux qui étaient dans les postes où les CD administratifs nouvelles formules ont été installés. Ceux qui étaient dans les postes ont été récupérés, repositionnés à d'autres. Donc, vous nous rassurez qu'ils ne vont pas se retrouver du jour au lendemain à la maison. Et avec les ambitions d'installation d'un démembrement, de prolongement des services techniques dans les arrondissements, ce personnel-là va être utilisé avec plus d'exigences en termes de résultats produits, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est le contexte qui l'oblige, bien évidemment. Déjà compris, disons, concurrence entre SE et puis, mais au sommet, au niveau de l'arrondissement, qu'est-ce qui est mis en place pour que le chef d'arrondissement ne dise pas plus tard, écoutez, vous avez amené des gens qui veulent nous ravir la vedette, qui veulent nous ponctionner dans nos charges ou nos attributions que nous avions par le passé. Je vais partir de la situation dans les communes aujourd'hui. Il y a beaucoup d'élus, notamment des maires, qui m'ont confessé qu'aujourd'hui, quand ils rentrent, ils dorment tranquilles. Parce que... Sur les 77, combien vous ont confié cela? Beaucoup le disent. Certains élus, j'ai dit qu'on a pris du vieux pour faire du neuf. Donc il est évident qu'on soit... Ils dorment tranquilles. Ils dorment tranquilles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus ces maires-là qui signent les dossiers de marché public. Ce n'est plus ces maires-là qui signent les mandats de paiement. C'est plus ces maires-là qui signent les contrats avec telle société. Donc vous nous dites indirectement qu'aujourd'hui... Quand on a fait ça, on a déplacé, exactement, on a déplacé le risque, l'insomnie, on l'a déplacé sur la tête des cas techniques qui ont justifié d'un profil et qui est bien cohérent avec ce qui est attendu d'eux, avec tous les risques que cela comporte. Plus vous avez des fonctions techniques élevées, plus vous prenez des risques. C'est évident, tout le monde le sait. Si vous êtes le rédacteur en chef, vous prenez plus de risques. C'est bien normal. Monsieur Renaud, lorsqu'on sait que c'est de ces mandats ou de ces signatures-là que ces maires-là tiraient le prébande pour essayer d'entretenir la base au plan politique, et qu'aujourd'hui vous dites qu'ils rentrent, ils dorment... Non, pour ne pas confirmer vos propos, de vous à moi, quand j'ai une situation où il y a des communes où les maires n'avaient pas la possibilité, où les communes n'avaient pas la possibilité de s'acheter sur leur budget les attributs qui confèrent à un maire son statut de maire. Aujourd'hui, c'est possible, vous voyez les maires. Aujourd'hui, ou avant, plusieurs communes n'avaient pas les moyens de payer un salaire aux maires. Aujourd'hui, vous connaissez la gamme des rémunérations des maires. Depuis les maires jusqu'au chef de village, en passant par les adjoints, mais les chefs d'arrondissement, les présidents de commission. Ne s'en plaignez pas. On est dans un pays où ce qui est bien fait n'est pas assez relayé. Et ça, c'est normal, c'est humain. Que les petits échecs, qu'on les mette en brochette pour souvent en parler, alors qu'il y a beaucoup de points. Aujourd'hui, ces rémunérations sont payées. Moi, j'ai été acteur des communes et je sais ce que un élu, il y a une dizaine de communes au Bénin, à peu près une douzaine, où les gens pouvaient avoir une rémunération décente en tant que maire. Quand vous quittez cette commune, vous avez 54 communes à statut ordinaire qui ont de petits moyens, qui arrivent pour la plupart de ces communes à faire autour de 500 millions par an en termes de ressources propres. Qu'est-ce qu'on peut investir, qu'est-ce qu'on peut s'acheter, quels moyens, quelle rémunération peut se donner en tant qu'élu sur ces budgets-là. Aujourd'hui, l'État met les moyens en place pour que ce personnel politique-là soit payé avec une rémunération décente. Ça, c'est la majorité qui en profite. Mais je conviens avec vous que quand on a géré une commune d'un certain niveau, en termes de ressources mobilisées, en termes de flux des marchés, avec les anciennes pratiques, si on s'est adonné à ces pratiques-là, on peut regretter de ne plus avoir l'occasion aujourd'hui de profiter d'un certain nombre de situations. Ça, c'est humain, c'est normal. Et ceux qui sont insatisfaits, et ceux qui peuvent être insatisfaits pour ça, c'est eux qui parlent assez fort. C'est eux qui parlent assez fort. Vous voyez, les autres, mais enquêtez, j'ai dit, allez poser la question à ces acteurs-là. Ils sont les plus nombreux. Moi, je suis allé dans, j'ai dit, 54 communes à statut ordinaire au Bénin, qui sont les plus petites, où les gens aujourd'hui ont une rémunération décente. Ils ont des moyens qui leur permettent donc de tenir leur rang de maire, d'adjoint au maire,
de chef d'arrondissement, de président de commission. Ça, c'est des succès de la réforme. Donc, vous êtes sûr que si nous posons la question au maire d'Abomey-Calavi, monsieur le maire, est-ce que vous avez un bon salaire, vous êtes bien payé aujourd'hui? Est-ce que vous avez cherché à savoir combien gagnent les maires des communes à statut particulier? Puis Abomey-Calavi en fait partie. J'ai dit qu'on ne va pas citer les salaires sur ce plateau. Oui, mais c'est la loi qui a prévu. C'est ça. Et puis ce sont des dépenses publiques. C'est pas à moi de dire. J'ai parlé de rémunération décente. Bon, qu'est-ce que la loi a prévu pour les maires? La loi a prévu que les maires aient une rémunération décente. Ou la réforme a mis en place un mécanisme qui permet que les maires aient une rémunération décente. De quel temps? Et dans la plupart, et dans les communes, les maires ont au minimum le double de ce que gagne le secrétaire exécutif. On n'a pas de montant jusque-là, monsieur le coordonnateur. Je n'avancerai pas de montant parce que ce ne serait pas décent de venir livrer les rémunérations des élus sur le plateau télévisé. Ils sont payés sur la base de ce que les contribuables cotisent dans les caisses. Je ne me réserve pas cette responsabilité de venir livrer leurs rémunérations sur un plateau de télévision. Mais c'est vous dire qu'aujourd'hui, j'ai parlé des 54 communes à statut ordinaire, des 19 communes à statut intermédiaire où les gens n'avaient pas grand moyen. Quand on fait 54 puis 19, vous faites le nombre. C'est une large majorité. Encore que ce n'est pas une façon de stigmatiser les maires des communes à statut particulier. Ce n'est pas ceux qui se plaignent non plus. Mais je suis d'accord qu'il peut y avoir donc quelques grognes. Et je dis ceux qui ne sont pas satisfaits par si fort qu'on n'entend pas la majorité qui est satisfait de beaucoup de choses qui ont été mises en place. On n'a jamais compris ce mystère. Mais posez-leur la question, c'est eux qui reçoivent leur fiche de paye. Vous êtes le coordonnateur. Posez-leur la question et vous diront combien ils gagnent et s'ils sentent le besoin de livrer. Moi, je sais combien ils gagnent et je m'assure que c'est payé régulièrement à tous les élus sur le terrain. C'est l'une de mes missions, c'est de m'assurer que c'est diligemment payé. On vous pose la question parce que vous évoquez le salaire en termes de bienveillance, que l'État a fait un effort. Eux, ils n'ont pas cette perception des choses, voyez-vous. Vous aurez l'occasion de les recevoir, d'en recevoir sur le terrain. Ils vous diront combien ils gagnent, s'ils sentent le besoin de le dire. Pour eux, c'est parce que c'est insuffisant qu'ils ne le disent pas. Demandez-leur de dire et de comparer à ce qu'ils gagnaient. Et vous ferez la balance vous-même. Alors, qu'en est-il de primes, par exemple, qu'ils gagnaient? Parce qu'ils vous diront que c'est en réalité que ce n'est pas le salaire qui leur permet d'entretenir, de faire les activités sur le terrain, c'est les à côté, les primes. Sommes-nous sur ce plateau où vous pensez que la réforme a été opérée pour promouvoir ce qui se passe dans l'informel ou ce qui se passe sur le dos du citoyen et ce qui se passe... Vous avez formalisé ça dans le cadre de la réforme pour éviter qu'ils lognent ce que vous avez... Ce qui a été formalisé, c'est une rémunération décente qui tient compte de ce que les maires gagnaient, de leur statut, de ce qu'ils gagnaient. Et ça n'a pas été fait sans les élus. Moi, j'étais encore dans le système. Toutes les communes ont remonté ce que chaque catégorie d'élus gagnait. Et le gouvernement, dans le cadre de la réforme, a bonifié tout ce qui a appliqué donc un bonus sur tout ce qui était gagné pour faire par catégorie de communes et essayer d'harmoniser. On va évoquer un autre point d'achoppement dans cette réforme, puisque cette réforme a créé parfois des relations très tendues entre secrétaires exécutifs et maires dans certaines communes. Dites-nous tout, monsieur le coordinateur, sur les communes où le torchon brûle entre secrétaires exécutifs et maires. Le secrétaire exécutif est dans une posture de directeur général. C'est diplomatique, c'est ce qui est prévu par les tests. C'est ce qui est prévu par les tests. C'est un format schématisé pour permettre à l'autre téléspectateur de comprendre, à l'autre téléspectateur de ne pas continuer à se nourrir de rumeurs. Je dis que le secrétaire exécutif est dans une posture de directeur général face à un maire qui préside un conseil d'administration. Et j'ai dit que ce conseil d'administration, qu'est le conseil de supervision, c'est ce conseil qui assigne des objectifs au secrétaire exécutif à son équipe. Ça, c'est sur papier. Qui examine, c'est dans les faits. Ça, c'est dans les faits. C'est sur papier. C'est dans les faits. Ça, c'est dans les faits. Je préfère qu'on ne se contente, qu'on ne se nourrisse pas, ou qu'on nourrisse pas notre débat de rumeurs. Non, pas de rumeurs. Nous voulons les réalités réelles sur le terrain, pratiques. C'est ça que je vous décris. Si vous voulez, je vous l'explique rapidement. Autant vous êtes coordonnateur et tout ça, autant nous avons des amis maires, nous sommes en contact. J'ai suivi des éléments témoins. J'ai suivi des éléments témoins sur ce même plateau à mon dernier passage.
qui ont permis à la population, en tout cas pour ceux qui ont suivi l'émission, de comprendre ce qui se fait. Je ne fais que dire ça. Ce n'est pas moi qui suis allé enregistrer les éléments témoins, c'est vous-même qui les avez enregistrés, M. Aoulou. Alors, si je vous le rappelle, oui. J'ai dit, il faut constituer. Des exemples. Oui, vous pouvez donner des exemples, mais je vous aurais dressé le schéma en 30 secondes. Le secrétaire exécutif est dans une posture de directeur général face à un conseil d'administration qu'est le conseil de supervision, à un président de conseil d'administration qu'est le maire, à une assemblée générale qu'est le conseil communal, toujours présidé par le conseil, par la loi. Toujours présidé par le conseil, le président du conseil d'administration, le maire, toujours. Donc, ça, c'est ce qui est vécu dans les communes. Je vous ai expliqué tout à l'heure que tous ces organes sont installés et fonctionnent dans les 77 communes du Bénin. Et je vous mets au défi de me ramener une seule commune où les organes ne fonctionnent pas. Maintenant, les exemples que vous avez, mettez-les sur la table. Donc, vous attendez que ça soit nous? Donc, non, vous m'avez dit que vous en avez. Oui, parce que vous savez, à défaut de ne pas... Vous savez qu'il y a des communes où le torchon brûle entre SE et puis maire. N'est-ce pas? Malgré l'encadrement, tout l'encadrement prévu par les tests qui régissent la réforme. Vous allez m'aider à comprendre la situation qui est marginale dans certaines communes. Si je suis maire, président d'un conseil d'administration, donc du conseil de supervision, président du conseil communal, donc de l'assemblée générale, et mon conseil de supervision a les moyens, soit de révoquer un secrétaire exécutif pour insuffisance de résultats ou pour faute. J'ai tous ces moyens. Et j'examine son rapport d'activité tous les mois. C'est moi qui lui donne son budget. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas le secrétaire exécutif qui décide de ce qui est dans le budget. Il est juste l'organe qui permet de concrétiser l'ambition des élus. Et quand j'ai tous ces moyens-là... Et le travail technique, c'est lui qui fait le travail technique, qu'il est obligé de me remonter chaque mois. Et la loi m'a donné les moyens pour le sanctionner, y compris de le révoquer. D'accord? Et que je me plains de mon SE pour dire qu'il n'est pas efficace. C'est deux situations. Soit ce que j'appelle efficacité, je ne peux pas en parler clairement. D'accord? C'est des non-dits. Soit je peux en parler clairement et je n'ai pas le courage d'assumer les décisions d'un conseil de supervision qui veut se séparer d'un secrétaire exécutif. Les exemples existent de conseils de supervision qui se sont séparés de la SE. Pourquoi vous n'en parlez pas? Puisque la loi leur donne cette prérogative-là. Monsieur le coordinateur, dites-nous, quelle est la nature des plaintes que vous recevez, à la fois des maires, mais aussi des SE? Je vous ai expliqué. Dites-nous. Si j'ai des plaintes, qu'un secrétaire exécutif est inefficace à son poste et que le conseil de supervision et le maire s'obstinent à le garder. D'accord? Le conseil de supervision et le maire, ces élus qui sont investis donc de ce pouvoir de concrétiser, de donner vie aux rêves et à l'espoir de leur population. Vous ne pensez pas qu'il se pose un problème? J'ai le moyen de me séparer de mon employé, je ne le fais pas. Et j'ai des éléments concrets de ce qui n'est pas efficace à son poste. Et je ne m'en sépare pas. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Ça veut dire que souvent, nous nous nourrissons de rumeurs. J'ai dit que s'il y a des cas concrets, on va en débattre. Je ne nie pas le fait que certains SE puissent avoir des problèmes de compétences. Je ne nie pas le fait que des problèmes d'ordre comportemental puissent exister dans certaines administrations. Ça, c'est des cas qui existent et qui sont réglés. À rentrer dans les cas. Oui, rentrons dans les cas, si tel est votre souhait. Nous avons vécu à un moment donné des démissions des SE dans plusieurs communes. Cela était dû à quoi? Nous avons 117 communes. Quand vous dites plusieurs, combien de secrétaires exécutifs ont démissionné sur les 117? Vous pensez que c'est mineur? Si je vous retourne la question... Secrétaire exécutif, c'est mineur. Vous, M. Guédon, moi je vous ai connu journaliste. D'accord? Ce n'est pas votre premier plateau au Canal 3, n'est-ce pas? Vous avez dû quitter ailleurs pour venir ici, n'est-ce pas? Parce que pour votre épanouissement, vous visez loin. Et moi, je vous souhaite de viser des plateaux encore qui vous honorent plus et qui vous permettent à votre talent de grandir. Vous souhaitez que les démissions se généralisent? Non, combien de SE ont démissionné de leur fonction? Ça veut dire que toutes les démissions que nous avons enregistrées, c'est pour mieux être. La première démission a été celle de la SE de Boukombe, qui a évoqué des raisons d'ordre familial et qui a eu une fonction qui lui offre un meilleur épanouissement d'un point de vue professionnel et certainement d'un point de vue matériel. Est-ce que notre rôle,
c'est d'étouffer les ambitions. Est-ce qu'elle vous a notifié dans sa note? Non, c'est une ancienne une ancienne du Sérail que je connais. C'est un cas pratique. Que je connais pour être un ancien acteur du système également. À part ce cas. Un cas pratique. À part ce cas. Alors, dites-nous. À part ce cas. Il y a eu un SE qui faisait l'objet d'une procédure de révocation qui, à moins de 24 heures de sa révocation, a ventilé une lettre dans les organes de presse sur les réseaux sociaux pour dire qu'il a démissionné. Vous avez d'autres cas. Vous avez d'autres cas de démission. Dans le plateau, il n'y a rien. Dans Lomé, dans le Borgou. Sinon, vous l'auriez su. Monsieur le coordinateur. Sinon, vous l'auriez su. À Bantais. Il y a eu des cas de révocation. Monsieur le coordinateur, à Bantais, quelles étaient les circonstances de décès de l'ancien SE? Je ne souhaite pas alimenter cette polémique. Est-ce que ce dossier qui ne fera que remettre le doigt sur cette plaie assez douloureuse des proches et de la famille. Est-ce que le dossier est vidé? Le tribunal a été saisi et je crois que jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui avaient été citées ou visées dans un certain audio sont encore en fonction, ont été écoutés par le tribunal et si sans préjuger de la décision de la justice, sans préjuger de la décision de la justice, si c'était des faits gravissimes qui étaient mis à leur charge, des mesures conservatoires auraient été prises à leur encontre. Cela suppose que rien je ne préjuge pas de la décision de la justice. C'est pour vous dire quoi. Il se pourrait aussi ce n'est pas parce qu'on est sur le fichier des SE ou qu'on fait partie des 117 SE du Bénin qu'on a accédé à l'immortalité. Il se pourrait aussi que peut-être que pour l'image de la est-ce que parce que je suis secrétaire exécutif, je suis investi d'une immortalité le temps de mon mandat à la tête d'une administration communale? Non. Tout le monde peut tomber malade et en mourir. Tout le monde peut mourir d'un accident de la circulation. On ne se le souhaite pas. C'est mieux qu'on ne se focalise pas sur ces... Il se pourrait aussi que pour l'image de la réforme, que ça soit un dossier étouffé. Vous pensez que la justice est au service de la réforme? C'est moi qui pose des questions. C'est oui ou c'est non? Non, la justice n'est pas au service donc, de la réforme. Mais est-ce que là-bas, le calme est revenu, les choses se passent? Il y a une secrétaire exécutive qui a été tirée depuis plusieurs mois, qui a remplacé la défunte, dont je salue la mémoire, et qui est en poste sur l'administration et tout va pour le communal au mieux. Et je n'ai pas de plainte ni du maire, ni de ses agneaux, mais alors, en tout cas, en dehors de ce que comment vous gérez alors, puisque justement, dans cet audio que nous avons entendu, elle a révélé des actes d'agression, de harcèlement. Quand souvent les SE vous remontent ces informations au niveau de la coordination, comment vous les réglez? Non, mettez les hommes ensemble dans n'importe quelle structure, dans n'importe quelle société. Des crises naissent toujours. Ça, c'est inhérent. On veut savoir comment vous les gérez. Non, je préfère qu'on ne spécifie pas ou qu'on étiquette, qu'on ne stigmatise pas le cas des communes. C'est des problèmes qui se gèrent. Et pour autant que nous pouvons, dans le cadre de l'application des tests, nous essayons de remettre chacun à sa place. Mais retenez que une loi ne remplace pas l'intelligence des hommes. Les hommes doivent être suffisamment intelligents pour développer ce qui favorise le vivre ensemble. Et ça, vous avez beau démultiplier la cellule dans toutes les communes, il y aura toujours des problèmes comme il y en a dans toute société. Alors, un maire m'a confié, pour évoluer dans le débat, qu'il y a comme un peu... disons des difficultés au niveau par exemple de la passation des marchés, certains agents qui sont un peu lourds dans le traitement des dossiers, ainsi de suite. Ces problèmes-là, est-ce que c'est à vous, c'est reversé, ou c'est plutôt à l'autorité de tutelle, le ministre de la décentralisation? Comment tout ça se gère pour trouver des solutions? On a dit par exemple que à cause des procédures mises en place par la réforme, il y a des ressources qui sont mobilisées, assez de ressources, mais qu'on n'arrive pas à utiliser avant la fin de l'année. On est obligé de les reverser dans les caisses de l'État. Je vais être formel et ferme pour dire que la réforme n'a généré aucune nouvelle procédure. Et ça, c'est encore des rumeurs qui se racontent. La réforme n'a généré aucune nouvelle procédure. Il y a eu depuis plusieurs années, le contrôle financier, le contrôle a priori qui se fait dans les administrations de l'État
se met aussi en œuvre dans les communes désormais. Le contrôle a priori. Donc les structures de contrôle financier ont été déployées pour que la qualité des dépenses soit assurée. Donc ce qui amène aujourd'hui les acteurs à faire passer, les acteurs de la chaîne de passation, à faire passer ce nombre de documents par le contrôle financier. Les gens n'étaient pas habitués à cette forme de contrôle-là. Et nous avons su régler quand nous avons commencé à comprendre que c'est surtout dans les communes où il n'y a pas de personnes responsables des marchés publics tirées au fichier, notamment dans les 54 communes, parce que dans la réforme, dans un premier temps, c'est les 19 plus 4 communes, donc les 23, statuts particuliers et intermédiaires, qui avaient des PRMP spécialisés pour tirer au fichier. Donc, on a pu régler la question en permettant aux communes à statut ordinaire, les 54, de tirer des spécialistes, et depuis, les communes se portent mieux. Et elles se sont habituées aux exigences du contrôle financier, du contrôle a priori de la qualité donc des dépenses, et depuis la question est réglée. Nous ne faisons pas le choix, nous ne faisons pas de sacrifier la qualité des dépenses au profit donc de la célérité dans la consommation. Nous faisons en sorte de concilier les deux, et c'est ce qui se met en place de plus en plus. Mais ils veulent inaugurer les salles de classe, ils veulent poser des actes, aller par exemple faire les reprofilages dans les quartiers de leur commune. J'ai suivi plusieurs éléments sur votre chaîne où vous avez couvert des cérémonies d'inauguration de salles de classe et d'ouverture de voies. Vous avez cette façon je dirais, excusez-moi l'expression, d'afficher une autosatisfaction. J'ai reconnu qu'il y a eu des difficultés, et nous, notre rôle, si on doit faire 3 cérémonies d'inauguration de salles de classe et qu'on en fait une seule, par exemple, dans une année, ça pose problème pour ou de banaliser les problèmes qui sont évoqués. Les maires nous ont confié qu'ils travaillent pour la mobilisation des ressources. Mais quand il est question d'exécuter des marchés, eh bien, les procédures, elles sont longues. Ce qui fait que les maires n'arrivent pas à avoir des résultats sur le terrain. Quand même, on vous a déjà posé ce problème plusieurs fois. Je vous réitère que la réforme n'a généré aucune nouvelle proposition. Pourquoi le problème se pose? Pourquoi on n'avait pas ces plaintes? Pourquoi le problème se pose aujourd'hui? Je veux qu'on parte sur Monsieur le coordinateur, est-ce que c'est la première fois que vous entendez une telle plainte de notre bouche? Je ne l'apprends pas de vous. D'accord, donc... Et je parle en tant qu'ancien du système. Et je vous dis... Mais aujourd'hui, vous êtes au palais. Aujourd'hui, vous êtes au palais. Les problèmes de difficulté... Vous n'avez pas la même lecture. Les problèmes de difficulté de consommation de crédit... Qu'est-ce qui facilitait les choses avant, quand vous étiez secrétaire général, par exemple, dans l'ancienne formule de nos communes? Vous ne me direz pas, parce que vous avez eu une certaine expérience, vous connaissez un peu le fonctionnement des communes. Vous pensez que les crédits étaient consommés à 60% ou à 70%? C'est ce que vous pensez? Non. Il y avait toujours des difficultés. Et je dis qu'il y a eu une coïncidence. Il y a eu une coïncidence entre la réforme et le déploiement du contrôle intégral, du contrôle a priori intégral dans les communes avec le contrôle financier. Et les acteurs se sont aujourd'hui habitués à ce contrôle-là. Je dis que les choses vont mieux. Je n'ai pas nié les difficultés. Et j'ai dit qu'on y a remédié en renforçant donc l'équipe, en mettant des PRMP à la disposition des communes à statut ordinaire qui étaient les plus en difficulté. Que prévoient les tests instituant la réforme au sujet de ces difficultés de collaboration entre secrétaire exécutif et puis maire? Les difficultés de collaboration, si c'est des cas de violation des tests, la loi prévoit que des sanctions disciplinaires soient prises à l'encontre du secrétaire exécutif. Les conditions existent, pouvant aller juste donc à la révocation de ce dernier. Et je dis qu'il y a eu des cas. Donc, la République a tout organisé. Ce n'est pas de nouvelles lois. C'est des lois disciplinaires suivant le statut de secrétaire exécutif, qu'il soit agent de l'État ou venant du privé. Les dispositions existent pour que... une toute dernière question, ce sera peut-être votre mot de la fin. 2025, la réforme aura 3 ans en avril prochain. Il y a des particularités qui sont prévues pour renforcer, pour mieux dynamiser cette réforme-là ou pour véritablement porter un coup d'accélérateur? 2025, les contrôles et les formations vont poursuivre. C'est vrai, on va nuancer les formations parce que je vous ai dit que le personnel politique est en fin de mandat. Et donc, il y aura les formations, les contrôles qui vont se poursuivre. Il y a surtout que les manuels de procédure vont être vulgarisés et des formations seront organisées à l'intention des acteurs. Il y a que nous continuons à boucler le dossier du système d'information dans les communes. Il y a que nous allons être plus regardants sur la qualité donc, des dépenses dans les communes
parce que le temps de la sensibilisation a quand même assez... Il faut passer à une vitesse supérieure. Il faut passer à une certaine vitesse. Il y a que nous serons plus rigoureux sur la mobilisation des ressources et sur le niveau de consommation des crédits. Voilà. Parce que certains s'abstiennent de dépenser pas peur d'être épinglé par les contrôles. Et donc ça aussi, c'est une faute. Allez, si Franck me le permet, quelles sont les chances que vous donnez à cette réforme de survivre après la gouvernance de Patrice Talon? Aujourd'hui, je crois que dans le secteur, si cette réforme n'avait pas été opérée, il fallait l'opérer, parce que nous avons été tous sur ce plateau unanime sur le bilan et sur la thérapie. Dans la mise en œuvre, c'est évident qu'il y a parfois, il y a beaucoup de succès, mais il y a aussi des points qui sont à réajuster. Donc, il est évident que pour que la bonne gouvernance dans nos communes prospère, globalement, ce que cette réforme a prévu puisse être suivi. Voilà. Landry Renaud, il est le coordonnateur de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes du Bénin. Il était notre invité sur Zone Franche de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci, monsieur Renaud. C'est moi. De vous être mis à notre disposition. Merci à toute l'équipe de réalisation. On se reprend dimanche prochain sur le même canal.